Alors, on est de retour. On va attendre un peu que les autres viennent. J'attends que tout le monde revienne un peu. Dites-moi quand vous êtes de nouveau là. Ah, c'est dommage. Il y avait longtemps que ça avait pas planté. Désolé. Désolé. Des fois ça plante. Mais ça plante rarement comme ça. D'habitude ça se reconnecte tout seul. Là j'ai eu un vrai crash et ça voulait plus se relancer. Bon, on est de retour. Hop. On est de retour. Re Lucas, re Valkia. Voilà Marion qui a fait péter le live. Ah, du coup désolé, j'ai un peu perdu le chat. Je vais essayer de revenir où on en était. D'ailleurs merci Nathan et Jérém pour le follow. Donc oui, Ulrich, on parlait d'Ulrich et de son potentiel lien avec Alsurian, du fait que le panthéon humain et le panthéon elfique, parfois, on n'est pas trop sûr si c'est des dieux différents, si c'est les mêmes. Et oui, du coup, il pourrait y avoir un lien Ulrich, Tyrion au Phénix, Asurian. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Un Phoenix QQI, désolé Titi, mais tu passeras après moi. Elric, j'y crois absolument pas. Non, je pense clairement pas qu'il sera... Il a quasiment jamais été mentionné dans AOS, alors que les dieux elfiques ont été souvent mentionnés. Mais il y a un lien quoi entre ces différentes entités clairement. Grugny, il y a moyen en vrai. Il a déjà été actif dans Broken Realm. Bah oui, justement, on est à Grugny. Hop. Attendez, je remets l'image. Voilà. Hop. J'ai pas loupé des messages intéressants quand même. Il y a un peu de retard. Voilà, Artak, on vient de commencer. Ok, c'est bon. Tac. Si Slanesh est libéré, il va juste retourner dans son royaume pour faire ses affaires, non? Bah justement, si Slanesh est libéré, on aura un dieu majeur du chaos qui est dans les royaumes mortels depuis des millénaires et qui potentiellement pourrait garder sa forme physique dans les royaumes mortels. Le truc aussi, c'est que la raison pour laquelle on voit rarement les dieux du chaos se manifester dans la réalité, c'est que c'est compliqué pour eux, normalement, de garder leur forme. Là où Slanesh est techniquement, physiquement dans les royaumes mortels depuis très longtemps. Et il y a un phénomène qui affecte les démons et qui semble aussi avoir affecté les séraphons, c'est que plus des êtres faits d'énergie, comme les démons, restent dans les royaumes mortels, plus ils deviennent physiques et un peu organiques. Genre les séraphons à la base c'était des Starborn qui avaient un corps plus ou moins fait d'énergie et ils ont fini par redevenir vraiment organiques, sauvages. Et les démons ont un peu ce truc là, ce qui fait que ils n'ont pas forcément besoin d'être dans des zones corrompues pour garder leur forme. Et si les démons peuvent faire ça dans les royaumes mortels, bah selon moi les dieux du chaos aussi. Donc si ça se trouve Slanesh pourrait, si elle est libérée,
librement se déplacer dans les royaumes mortels. Et ça en fera une sacrée menace. Pour ça. Salut Michael le chat. Bah, merci de passer sur Twitch. Par contre le Phoenix j'y crois pas, à mon avis ils ont envie de sortir les gardes Phoenix pour le temple de Tyrion et ils trouvent cette justification. Non, je pense pas que les gardes Phoenix reviendront pour le temple de Tyrion. Niveau lore, je pense que les gardes du temple Phoenix, les fidèles à l'ours Phoenix, vont peut-être rejoindre le temple du Zénith. Si le Zénith est lié au Phoenix. Et ce sera de nouvelles figurines qui auront peut-être un design inspiré des gardes Phoenix, ce sera pas les mêmes. Je pense. Salut Alexandre. En parlant de Malérion, on sait comment il réagit par rapport à la présence de Be'lakor Olgu. Ne m'étonnerait pas qu'il complote avec lui, voire avec Slaanesh lui-même, qui sait. Que Malérion et Be'lakor soient en bisbille. Peut-être. Il me semble dans les tout débuts, tout au début avant l'âge de Sigmar, Be'lakor et Malérion se sont disputés Olgu. Mais maintenant, Malérion est décrit comme le maître incontesté d'Olgu, donc même si Be'lakor a des domaines dans Olgu, Malérion reste celui qui en a le contrôle. Donc on verra. Écoute, on peut pas encore trop savoir. Je pense que Slaanesh serait ronchon. Ah oui, ça c'est. Elle serait en hongrois quoi. En parlant de dieu nain, il y a aussi Gazul qui est apparu une fois dans l'Ibla Gribris et les visions. Et dans la pyramide noire. Ah bon? Je savais pas ça. Et Slaanesh est vraiment devenu monstrueux comparé aux autres dieux du chaos. Je sais pas s'il est vraiment devenu plus puissant. Mais la particularité d'être dans les royaumes mortels le rend un peu différent quoi, lui donne peut-être un avantage. Pour moi les dieux du chaos pourraient se matérialiser, mais contrairement aux démons ce serait pour un temps très limité. On l'a vu par exemple à Akshi durant l'âge du chaos, où Khorne a matérialisé son poing pour frapper Aramentia, la capitale de l'Empire Agloraxien quoi. Donc oui, donc ils peuvent intervenir déjà. Du coup, allez, on avance un peu. Donc Grogny. Alors Grogny, il était dans le premier livre que j'ai lu. Donc, La Lance des Ombres, qui est un super livre. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent justement de son grand projet. Certains parlent d'une nouvelle armée qu'il aurait créée à partir de golems et de différents clans dépossédés qu'il aurait rejoints dans son œuvre. Certains pensent qu'il aurait retrouvé Valaya, la déesse perdue des Khazalides. Il y a plein de trucs. Pour moi, il est un peu comme Sigmar. Je pense que ça prendra un petit peu de temps avant de voir Grogny. Mais c'est clairement pas écarté quoi. Un jour, Grogny, Grimnir et Valaya se réunissent, je vois qu'il y aurait que Pollux. Je sais pas qui c'est Pollux. Après les dieux chaos, c'est un power level, à part genre même les dieux de l'ordre, ensemble pourraient pas en vaincre un. Non, pour le coup, je suis pas d'accord. Plusieurs. Non. Je pense que les dieux du chaos sont clairement moins puissants que ce qu'on pourrait croire. Ils ont une très grande influence, et en termes de puissance brute, je pense que des dieux pourraient leur donner du fil à retordre. On a vu typiquement Kain et Slaanesh se sont affrontés plusieurs fois. Slaanesh a fini par tuer Kain, mais c'était pas garanti à chaque fois, loin de là. Et Kain c'est un seul dieu.
Donc non, je pense que si plusieurs dieux du Panthéon de l'Ordre venaient à affronter un dieu du chaos, ce serait pas évident de savoir qui pourrait gagner. Malheureux n'est plus... Malekith, salut Rafiki. Ragni c'est à shoot. Ça pourrait être intéressant. Il y a trop de rumeurs autour des ordres en ce moment. Et pas que des bonnes. Ah bon? Pourquoi? Hello Greythorn. Une fusion golem acier-lave avec l'esprit des nains dedans. Pourquoi pas hein, un petit, il y aurait peut-être un petit côté un peu G'day, mais version élémentaire un peu des royaumes. Au lieu de démons. Ronnie, j'ai plus d'autres persos. Les dieux nains n'ont jamais marché directement parmi les mortels. J'ai plus de doutes. Même à Battle, j'imagine plus que des avatars de compétition. Alors vraiment, le concept de tel ou tel dieu n'a jamais vraiment marché dans Battle ou quoi. Comment dire? Dans AOS n'a pas cette limitation. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Dans l'armée de Grogny, on pourrait avoir les Douardins pieuvres, non? C'est vrai qu'il y a une race de Douardins intéressants, les Valets. Justement une race de nains avec un corps de poulpe un peu, qui vivrait dans les abysses. Donc ça serait aussi un truc assez intéressant à voir. Slanesh a été défiguré par Ken justement. Oui, bah en plus. Donc oui, non, c'est pas... Les dieux du chaos sont puissants parce qu'ils sont insidieux. Parce qu'ils ont une influence. Ils ont pas, à chaque fois qu'ils ont gagné, que ce soit à l'âge du chaos qu'à la fin des temps, ils ont pas gagné en allant directement se battre. Ils ont gagné en corrompant de l'intérieur le cœur des mortels. Et petit à petit, ça a augmenté leur influence. Et ils ont pu éventuellement se manifester. Mais c'est là où réside la force des dieux du chaos. Pas directement dans leur force brute. Alors à côté, genre vous avez Gorka Morka. Pour moi, tous les jours, Gorka Morka se fait un dieu du chaos majeur en V1. Voilà, Gorka Morka par contre, là où les dieux du chaos sont insidieux, Gorka Morka c'est de la puissance brute quoi. Défi Guinones dans la tier list. Il me semble que non. J'avoue que c'est vrai que ça manquerait peut-être un peu de personnes nommées Guinones. Mais si t'en as un en tête, que tu pourras en proposer un si tu veux. Rumeur disparition des Fairseers. Ouais, j'en ai entendu parler. Pour moi, je pense que ça va peut-être faire comme les Oruk, où il y a les Iron Joe et les Cruel Boys dans le même BT. Peut-être Caradron et Fairseer dans le même BT. Surtout qu'ils ont eu un régiment de renom avec Grand Bridal, où ils sont tous ensemble. Donc ce serait l'occasion, hein. Si ça voudrait dire peut-être que les Fairseers vendent un peu moins bien, mais ça pourrait permettre justement qu'ils continuent à avoir des sorties en les fusionnant avec les Caradons. Alors ce serait pas la même armée, je pense que ce serait deux armées séparées dans un Battle Tome, avec peut-être éventuellement des options pour les alliés, mais ce serait peut-être une solution. Quand même, visite du chaos. Vache. Vous êtes beaucoup à parler. Alors, d'habitude, j'ai pas ce problème où, où je peux tout lire, mais là, je vais devoir faire des choix. Donc, ne m'en voulez pas. Pour les dieux de l'ordre, pourrait battre un dieu du chaos en V1. Son pour un Sigmar, Nagash. Oui, clairement. Et encore, Nagash a perdu contre Teclis, même s'il avait un petit coup de pouce, Teclis, il a été aidé. Mais ouais, clairement, il pourrait. Ça pourrait.
Nagash dans Battle, marché parmi les morts vivants et est devenu un dieu via OS. C'est-à-dire. Oui, c'est vrai. Quand même, tous les dieux qu'on a en figurine, ce sont des anciens persos de Battle tout de même. Bah, il y a Kragnos. Ah, contre-argument. Les Napuk, je vois plus chez les Idones. Peut-être dans des alliés Idonettes, ouais, pourquoi pas. Après aussi, parce que les dieux du chaos se divisent en une multitude de démons et fractionnent en puissance. C'est vrai qu'aussi les démons, c'est des fragments des dieux majeurs. À chaque fois que vous achetez une figurine, vous faites gagner Slaanesh. À l'excès. Vous nourrissez l'excès. À la base, les dieux elfes qui ont enfermé Slaanesh, si je me souviens bien, c'est les dieux... Oui, bien sûr, c'est les... C'est Teclis, Tyrion, Malérion, et ils ont été guidés par Morathi qui était sorti de son ventre. Ils ont trouvé et enfermé Slaanesh. L'Ariel n'a pas participé par contre, c'est aussi techniquement une déesse elfique, mais ils s'en foutaient. En tout cas, on dirait en tout cas. Aurelius. D'ailleurs, un duel entre Gork et contre Korn, qui gagnerait? Bah celui que les écrivains décident de faire gagner. Je crois que c'était Stanley qui disait à chaque fois on lui demandait qui gagnerait tel personnage qui se bat contre tel personnage, qui gagnerait entre Hulk contre Spider-Man, etc. Et à chaque fois il en a eu plein le cul, il disait c'est celui que je décide qui gagne, voilà, c'est tout. Et en fait il peut se passer tellement de choses différentes qui pourraient justifier que l'un ou l'autre gagne. Pour moi les deux ont leur chance, et ultimement si un jour le combat se fait, ce sera celui que les écrivains auront décidé de faire gagner. Pour moi, les dieux du chaos, plus fort, c'est leur côté complet, stratégie. Mais ils peuvent être dépassés en 1v1. Oui, c'est ça. Ils ont clairement une plus grande influence que les dieux de l'ordre. Parce qu'ils touchent à tellement de concepts différents. Mais ça ne les rend pas invincibles pour autant. Clairement. De fait, Slaanesh est enfermé. Donc ils sont clairement pas intouchables. Et on va apprendre que Krogni c'est à shoot. En vrai, hein. Honnêtement, on sait toujours pas pourquoi il a été enfermé à une montagne hein, au début de l'âge des mythes avec Grimnir. Hein. On sait toujours pas exactement pourquoi les autres dieux Khazalides les ont enfermés. C'est qui les deux premiers dans le tiers rouge? C'est Malérion et Tyrion. Monsieur Geekus t'a répondu. Merci, monsieur Geekus. L'Ariel avec son jardin à gérer. Ouais, c'est ça. Beaucoup, this is Man Punch Man. Oui, c'est le... Qui pourrait gagner entre l'empereur et Dark Vador? Oui. Oui. Bon là ce serait plutôt l'empereur, j'ai peut-être mis un mauvais exemple, mais vous m'avez compris. Thierry n'a jamais avancé parce que Eric veut tout lire. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est à ça que pour moi c'est à ça aussi que... À quoi bon faire un live si je discute pas avec vous? Ce serait un peu dommage, je trouve. C'est jamais... Enfin, quand il y a des streamers qui ont des milliers de viewers, je comprends qu'ils peuvent pas dire tout le monde, clairement. Mais moi, je suis tout petit, donc l'avantage justement d'être en petit comité, c'est de pouvoir discuter avec tout le monde. Enfin, en tout cas, autant que faire se peut, quoi. Autre série, Seigneur des 8 royaumes. Oh, ça c'est un titre que j'aime beaucoup, ça. Seigneur des 8 royaumes. Enfin, attention, mon casque va être trop serré là. Le melon gonfle. Mais allez, hop. Alors ensuite, j'ai mis Dracossion.
Alors, Dracosur, pour moi, c'est aussi un personnage qui pourrait avoir sa figue. Un peu moins de chance. C'est limite un pourquoi pas, voire un peu de chance. Mais pour moi, c'est une possibilité, quoi. Il a beaucoup interagi. Le truc, c'est que c'est vraiment un... C'est vraiment un titan. Il est immense, quoi. Donc ça paraît un peu compliqué. Je le mets en peu de chance, mais c'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible. Dracophion. Là, c'est comme Sinatra, il va que dans des salles en petit comité. Ah oui, quand il y a trop de gens... un jour, je vais aller dans une convention, le jour où j'aurais décidé de montrer ma face, et genre, je vais entrer dans une salle, du coup, je sais pas, pour une discussion avec le public, et je vais voir trop de gens, je suis nope, ça ne me va pas, je change de salle. Rich Champion Sanesh, dans 3 jours, à force d'être flatté par le chat. Oui. Donnez-moi du pouvoir. Augmenter ma vanité. Faites-moi prince de Slanesh. Sans déconner, Slanesh, entre les 4 dieux du chaos, s'il y a une armée que je ferais, ce serait peut-être Slanesh, hein, clairement. Ça ne veut pas dire que je suis un dépravé, bien sûr. Je le suis, mais non. Mais pas forcément. Alors, Dracossion serait un peu disproportionné sur la table de jeu. Ouais, mais après, comment dire? Rien ne l'empêche de pouvoir prendre une forme ou une autre. Encore une fois, les dieux, même si les dieux animaux ont moins on semble pas vraiment avoir ce genre de capacité, en tout cas à ma connaissance. J'ai jamais eu un dieu animal qui a pris une forme plus ou moins humanoïde ou à taille réduite, quoi. Ça m'étonne en tout cas. Voilà, avec son power scaling avec Krondys. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a Krondys, il y a Krasai. Pas un peu compliqué. Votre adversaire, à la vue de sa majesté, a perdu. C'est ça, c'est... En fait, c'est une grosse... une grosse poupée gonflable un peu, genre... un peu comme un canard, tu sais, qu'on a à la piscine. Mais elle fait la taille de la table, tu le poses, j'ai gagné. Voilà. Quatre dieux du chaos. La boulette. Tous les dépravés disent qu'ils sont pas dépravés, tu sais ça, mais bien sûr. Mais bon. Il faut... Nous avons tous de l'eau à l'intérieur. Et il faut nourrir... Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il faut nourrir celui qui est le plus sage et tempéré, bien sûr. Ne jamais se laisser aller à l'excès. Donc ensuite... Tiens, en parlant de Slanesh, on arrive sur Slanesh. Tiens, et j'ai même pas fait exprès, hein. Tiens. Alors... On arrive du coup au dieu majeur du chaos. En vrai, les dieux majeurs du chaos, je les mets même pas en peu de chance, parce que pour moi, il y a une chance de voir les dieux majeurs du chaos. Je vais les mettre en pourquoi pas. Limite, Slanesh, il y a un petit peu plus de chance que les autres, justement on en a discuté plus tôt, parce que elle est enfermée depuis très longtemps. Le rang B, pour moi ce serait, ça aurait de la gueule, voilà. Ça aurait vraiment de la gueule. Salut Pika Noir. Le début des ennuis. Je comprends pour Slanesh, si les gardiens secrets sont plus gracieux, soit vulgaire, la sculpture est réussie. Ouais, clairement. Hein. Il y a Ciné ça et Dexessa, enfin des trucs assez stylés.
Le stream réalisé par un professionnel, ne vous en faites pas. Comment ça? Bien sûr que je suis un professionnel. Bien sûr. Donc oui, clairement, les dieux du chaos pourraient, pour moi, se manifester. Pourraient avoir une figurine, un avatar, peut-être genre un truc un peu au-dessus des dieux majeurs, un peu comme Sinessa et Dexessa le sont pour Slaanesh, qui puisse un peu s'incarner, quoi. En un sens, si on parle en termes de lore, ils peuvent déjà être dans les royaumes, vu que les démons sont des extensions d'eux-mêmes. Mais là, je parle vraiment d'une grosse figurine, genre de dieu à la Nagash et à la Teclis, etc. Je pense vraiment que c'est possible de voir ça dans OS. Gorgo School dans la tier list, lui il a déjà une figurine. Et selon moi, on va le voir dans le prochain BT Korn. Donc lui pour le coup, je ne doute pas. Je ne doute pas. Au plus des avatars des chaos plutôt qu'une forme physique directe. Ouais, on est jamais à l'abri. Hein. Le racornu aussi. C'est vrai que j'avais mis le racornu aussi. Hop, j'ai oublié. Le racornu, pareil que pour les autres. Tac, attendez. Je commence à avoir trop de figurines. Hop. Pareil que pour les autres. Limite, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus de chance vu qu'il a commencé à ouvrir des avec la Malruine, il y a plein de morceaux justement du domaine des Skaven de Villeville qui sont apparus un peu partout dans les royaumes. Donc je me demande si lui, il aurait peut-être pas aussi un peu plus de chance, comme Slaanesh, d'avoir vraiment un avatar. On a Vizixcourt, le grand prophète du Racornu, mais c'est pas écarté. Nurgle en petit vieux. Perso, je n'y crois vraiment pas. Depuis le début, on n'a aucune représentation des dieux du chaos. C'est pas pour rien, je pense que c'est volontaire de la part de Game Workshop. Depuis le début, oui, dans 40K et Battle. Encore une fois, AOS est un setting un peu différent, quand même, avec des lois assez différentes, et on a des dieux. On a déjà des dieux en figurine. Des dieux qui ont une puissance presque égale à certains dieux du chaos, quoi. Nagash, pour moi, il peut tenir en 1v1 contre un dieu majeur du chaos. Donc si on a Nagash, on peut avoir les dieux majeurs. Pour moi, non, vraiment, pour moi, s'il y a un setting où c'est possible, c'est bien AOS. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, il n'y a pas ces limitations dans AOS. Donc on peut se lâcher, quoi. T'as le chef. Ah ouais, on arrive à Gorka Morka. Alors. Il est où? Tac. Donc Gorka Morka. Alors lui, pareil. Moi, je vais le mettre un peu au même titre que les autres dieux du chaos. Il aurait... Je dis que ça aurait de la gueule. Il a même... Je pense qu'ils ont même plus Gork et Mork. Que ce soit Gorka Morka ou Gork ou Mork séparément. Ils ont clairement plus de chances que de Slaanesh d'avoir leur figue. Surtout que Gorka Morka était dans les rues mortelles jusqu'à récemment. En ce moment, il a disparu. On sait vraiment pas où il est. Il y a des petits trucs. Peut-être que les Bone Splitters, les Fracassos sont sur une piste, d'après certaines rumeurs. Mais pour l'instant, il a disparu. Mais si un jour il revient, pour moi, qu'il ait sa figurine, ça me choquerait pas. Et ça aurait de la gueule, clairement.
Il vaut mieux pas pour Sigmar, il balance son marteau n'importe comment. Ouais, mais ça tient de la tradition... Ah mais on s'en fout de ça par contre. Non, je veux dire, ça c'est pas un argument pour moi. Genre ah non, avant on faisait pas comme ça, du coup on fera pas comme ça maintenant. Non, clairement. Au contraire, genre... Il y a pas de traduction, il y a pas d'interdit. Je vois pas pourquoi on devrait se limiter comme ça. S'auto-flageller pour se dire ah non c'est pas possible, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible, surtout dans OS. On parlerait de 40K, je dirais oui, c'est pas possible. On parlerait d'Oddworld, je dirais oui aussi, c'est pas possible. AOS c'est complètement possible. Et c'est ça qui rend AOS fun pour moi. Et aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'objectif de Game Workshop, au-delà du lore, c'est de vendre des figurines. Si demain ils sortent la figurine d'un des dieux margés dans le chaos, vous allez pas me dire que ça va pas se vendre. Je veux dire, du point de vue de Game Workshop, c'est gagnant-gagnant. Ils ont... C'est... Genre, quand on voit ce qu'ils vendent quand ils sortent des Primark, pareil, les gens disaient ouais non, ce serait complètement déséquilibré, ils seraient bien trop puissants sur la table. Ils les ont quand même mis. Et un jour, je suis sûr que s'ils lèvent le cul de l'empereur de sa chaise et qu'il ramène, je suis sûr qu'il y aura une fille lui aussi un jour. Bien sûr qu'il y aura une fille un jour. Y a pas de raison. Donc non, pour moi, genre, déjà que dans l'univers d'AOS, c'est complètement possible et ce serait complètement cohérent avec l'univers, le niveau de puissance qu'on a pu voir dans l'univers. Mais en plus de ça, d'un point de vue marketing, d'un point de vue figurine, les figues se vendraient mais par comme des petits pains quoi. Clairement. Enfin, après c'est que mon avis hein, mais. Sigmar Electromanteau c'est glissé chef. Ah oui ça il a. Maintenant je pense qu'il lancera plus jamais son marteau. Il gardera bien en main. Bon maintenant c'est le Célestin Prime qu'il a mais... À mon avis quand il a donné au Célestin Prime il lui a dit genre tu le lances jamais. Genre jamais. Tu le gardes. Donc à moins que si vous voulez l'emmerder, demandez qui est Gork et qui est Mork. Ah, ça dépend des fois hein, pour Gorkamaka. On va apprendre qu'il a perdu coincé dans un trou. Donc Amoka c'est kiff en soi. On a la version séparée, soit la version fusionnée. Logique ce sera un avatar sous la forme d'idole de pierre mouvante géante. Surtout ces dernières années, Game Workshop a clairement décidé de donner une forme au dieu du chaos. Ils ont autorisé Total War 3 à leur donner une forme physique à travers des artworks. Et on voit des silhouettes dans Rock. Je viens pas de cet acronyme. Bonjour tout le monde. Salut Mika. Ouais mais après c'est pas le même même Power Lever ou en taille. Salut Adrien. Ah bah c'est un orc, c'est pour les joueurs subtils. Ensuite il y a aussi l'histoire dans 40K où Fabius Bill voit littéralement l'apparence de Slaanesh, preuve qu'ils ne sont pas que des concepts. Alors, ça reste des concepts assez abstraits. Et je pense que, encore une fois, s'ils prennent une forme, pas une forme fixe, clairement. Mais ils peuvent complètement s'incarner physiquement, quoi. Même si ce serait temporairement. Genre, je pense pas que niveau univers, il y aurait un moment où, à part peut-être pour Slaanesh, il y a un dieu majeur qui est vraiment à 100% dans les rues mortelles. Mais qui puisse apparaître pendant le cours d'une bataille, pourquoi pas. Je suis curieux de voir quelle forme ils arriveraient à leur donner. J'ai peur que ce sera quand même bien différent des démons majeurs. Si Korn c'est juste un gros buveur de sang bof. Ah oui, c'est sûr. Non, si Korn se fait... Limite, il se déplace en trône, tu sais. Il bouge pas du... le trône de crâne.
Realm of Chaos, la première campagne du jeu. Ah d'accord. Ah. Ah oui, Royaume du Chaos, je suis bête, oui, je me souviens de quel tu parles. Même on voit justement les domaines. Devant Slaanesh va se libérer, j'imagine pas la bombe nucléaire cosmique qu'il va faire. Ah bah ouais, bah on va peut-être être sur le genre de cataclysme que les Eldar ont provoqué dans 40K, quoi, l'équivalent. Hein. Mais bon là, on sort à peine du cataclysme du Racornu, si on enchaîne direct avec celui de Slaanesh, ça va être compliqué là. Alors ensuite, avançons cette tier list, sinon on va dire que j'avance pas. Ensuite j'ai mis Nagash. Alors vous allez me dire, mais Nagash il a déjà une figue. Et techniquement oui, Nagash, le roi immortel, a déjà une figue. Les autres Nagash, non. Et là vous allez me dire, les autres Nagash? Oui, il y a d'autres Nagash. En fait, Nagash s'est créé différents aspects au fur et à mesure de l'histoire de l'Age de Sigmar. Parfois, quand il a dévoré d'autres dieux de la mort, ce qui fait que maintenant on a le Nagash mort, la forme de Nagash de dieu de la mort des champs de bataille. On le voit un peu comme s'il avait une faux. Et il vient justement voler les âmes des morts sur les différents champs de bataille. Donc c'est la forme un peu guerrière de Nagash. En fait dans le lore, on voit souvent Nagash, il se concentre et il envoie un peu son esprit dans ses différents aspects. Le roi immortel, celui dont on voit l'artwork, c'est un peu le cerveau principal. C'est le cerveau de l'esprit ruche de Nagash, quoi. Mais il a différentes parties de lui à travers les royaumes mortels, ce qui lui permet d'être actif à plein d'endroits différents et de pouvoir faire plusieurs choses, quoi. Il y a aussi, pour donner un peu d'autres noms à part Nagash mort, il y a Baal Nagash, qui est un aspect de Nagash positif, qui vient accompagner les mourants dans leurs derniers moments pour apaiser un peu leur passage vers l'au-delà. Il y a aussi Aka Nagash, A-K-A-H, qui est son aspect qui est l'aspect du seigneur des noyés. Qui est un dieu des profondeurs de la mer. Donc c'est sa partie un peu abyssale en fait. Il y en a d'autres, il y a aussi c'est lequel enfin, il y en a d'autres, il y en a plusieurs, je me souviens pas de tous. Mais vraiment, il a différentes formes. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Carrément, celle qui a le plus de chances pour moi, c'est Nagash mort. Mais oui, clairement, je pense qu'il pourrait y avoir d'autres figurines de Nagash. Là où Nagash est un puissant mage, une figurine de Nagash mort, ce serait plus un bourrin au cac, quoi. C'est une figurine plus offensive, quoi. Nagash a des clones, en quelque sorte. Après Nagash, il lui manque pas des Mortark aussi qui pourraient représenter ça, non? Alors, il y a aussi, on va en parler un peu après, il y a aussi des candidats pour les Mortark. Ils sont un peu plus bas. Mais en plus des Mortark, il pourrait avoir des aspects. Donc pour moi, c'est pas sûr, mais clairement ça aurait de la gueule. Moi je vais le mettre là. Même je le mettrais au-dessus de là. Clairement ça aurait de la gueule. Hop. Je vais le mettre là comme ça, ça... pas trop gêné. Voilà. Très clairement. L'enfant pâle, voilà, Trigun parle aussi de l'enfant pâle, où il prend la forme d'un enfant un peu creepy qui vient aussi accompagner les mères, je crois, qui sont sur le point de mourir. Il a des aspects étrangement
gentil en fait presque. C'est particulier. Il lui manque 3, non, je sais plus combien il y a de Mortark. Oui, il me semble qu'il a déjà 6 Mortark. Et il en manque 3, et justement quand on va arriver sur les héros de la mort, on va justement parler des potentiels futurs Mortark. Pourquoi pas un aspect par armée de la mort? Aussi ça pourrait être intéressant, clairement. Après, c'est déjà un peu le rôle des Mortark sur ce point-là. Je pense plutôt que ce serait une autre figurine comme Nagash qui pourrait être jouée dans toutes les armées de la mort. Si ça se fait un jour. Nagash respecte la mort, on le voit dans le livre de la guerre des âmes, même si sa notion du bien et du mal, c'est... Oui, bah... Nagash a pas forcément tort des fois, d'un certain point de vue. Ça reste quand même le mec, même le dieu avec le plus grand melon de la réalité et même de l'immatériel. Je pense qu'il peut... Il est pas loin de Slaanesh en termes de fierté et d'arrogance, mais il a pas forcément tort. Par exemple, durant la guerre des âmes, c'est lui, par rapport à tous les univers Warhammer confondus, c'est lui qui a été le plus proche de techniquement vaincre le chaos. Alors pas en détruisant le chaos, mais en coupant toute forme d'influence qu'il pourrait avoir dans les héros mortels. En essayant de tuer tous les vivants des royaumes, certes. Mais c'est vraiment le plus proche que n'importe qui a pu se rapprocher de gagner contre les dieux du chaos. Et il faut lui reconnaître au moins ça. Je sais que c'est toujours marrant de cracher sur Nagash, mais bon. Il a pas que des mauvaises idées. Même si la plupart le sont. On va se persuader que Morda est un aspect de Nagash. Alors, Morda et Nagash mort sont différents. En principe. Putain, je viens de penser à un truc. Si le Morda qui s'est rapproché des Éternels, notamment d'Iridan, qui a apporté la flamme pour les Lord Terminos de pouvoir tuer les Éternels, si en fait Morda c'est Nagash qui a senti qui a donné une partie de son pouvoir pour que les Éternels, quand ils meurent, ils viennent à lui, ce serait du génie. Ce serait du génie absolu. Le Mortark des Abysses sera sûrement au service de Haka Nagash. Ah bon, pourquoi pas, hein. Là on dit Nagash, mais il a bon fond, il a juste tué, torturé, génocidé, torturé, volé et menti. T'as dit 2 fois torturé. Même si, oui, il torture plus d'une fois, mais... Les aspects de Nagash me rappellent un peu les dieux grecs et romains qui peuvent avoir des épithètes symbolisant différents aspects. Ah bah oui, hein. Comment dire, c'est un mélange de c'est inspiré de plein de mythologies en fait, AOS. Et le panthéon de l'ordre, ça a clairement des inspirations grecques et nordiques, hein. Donc c'est complètement volontaire, je pense. Nagash a grandi dans une culture qui vénérait la mort, bien sûr il a conscience de son rôle en tant que seigneur de la mort. Oui, clairement. Il considère que tous les morts, la gouvernance de tous les morts lui revient. À ce niveau-là, en fait, c'est un peu un Hadès, en quelque sorte. Mais il supporte moyennement qu'on s'oppose à sa volonté, quoi, on va dire. C'est surtout ça, quoi. Il n'y a pas de négociation possible avec lui. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de compromis, c'est... Nagash c'est tout. Et tout est Nagash. C'est tout.
Ensuite, allez. Alors là maintenant on a fini avec les dieux. Et là on va arriver sur les différents héros qui ont été mentionnés par-ci par-là. Alors d'abord, ici j'ai mis cette image, mais c'est pour Dexos, un élémentaire du coup de la rivière, un élémentaire hydrilant, qui pourrait potentiellement avoir la forme d'un cheval. Pardon. Au même titre qu'on a Avalénor, le roi au cœur de pierre de la montagne d'Avalénor pour le temple des montagnes. On a aussi Sévirette pour le temple des vents. Ce serait du coup l'élémentaire, un peu le seigneur des esprits de l'eau. Dexos, mais le seul truc c'est que Dexos c'est un élémentaire très puissant mais qui vient de Dimitrica. Et jusqu'ici, il semble y avoir une nation luminette pour chaque temple. Donc ce serait bizarre que deux élémentaires majeurs viendraient de la même nation luminette. On aurait la montagne et la rivière qui viendraient de Dimitrica. Même si la montagne et la rivière sont assez liées, donc ça ne me choquerait pas. Mais je serais pas étonné que ce soit un des royaumes des nations luminettes qui n'ont pas encore été développés et que l'élémentaire pourrait venir de là. Mais bon, que ce soit Daxos ou peut-être Dexos, pardon, pas Daxos, mais que ce soit Dexos ou un autre, je pense que ça prendra un peu de temps. Mais l'élémentaire, on aura un élémentaire majeur avec l'élémentaire classique quand le temple de la rivière arrivera pour les luminettes, quoi, clairement. Il y a un peu de mythologie méso-américaine dans le chara design, dans le chara design de Nagash, je trouve. Il ressemble à... Je pourrais pas prononcer. Je pourrais pas. Oh, j'arrive pas. J'essaie pour essayer de prononcer le nom, genre j'ai l'impression d'essayer de prendre mon élan, tu sais, avant de sauter, tu vois, au-dessus d'un ravin. Et tu sais, j'étais sur le point de sauter, je fais non, j'arriverai pas. Mitlantekutkli. Ok. Ah, j'arrive à prononcer Quetzalcoatl, mais j'ai du mal avec ça. Mais je connais pas assez le dieu pour le coup. Bref, je m'en sais. Donc les Anescaven, ils considèrent qu'elles lui appartiennent. Alors ça doit pas être ses préférés, mais techniquement, tout lui appartient. Les élémentaires, c'est... Bon non, je suis pas d'accord. L'élémentaire du vent est un peu poilu, mais les autres, c'est pas le cas. Pour moi, Nagash est plus proche de Hel de la mythologie nordique que Hadès. Non, je trouve que Hadès lui correspond bien parce qu'il y a plusieurs sous-mondes en fait. Aussi dans Shaiish, aussi bien des paradis que des enfers, que des endroits entre les deux. Là où Hel, c'était vraiment la déesse du royaume des morts, de ceux qui n'étaient pas morts au combat. Même s'il y a un peu ce côté où Azir et Asgard, mais par exemple à Shaiish, il y a aussi Alos qui est plus ou moins un Valhalla. Donc ouais non, je trouve que Nagash correspond bien à Hadès. Même s'il y a aussi un petit peu de Hel, il y a clairement un royaume des morts qui doit correspondre au royaume de la mort de Helheim. Dieu de la mort et des enfers des Aztèques. Oh, ça pourrait correspondre. Pour moi, les trois grosses inspirations de Nagash sont Osiris, Hadès et Hel. Oui, il y a... C'est clairement un dieu de la mort. Enfin, un dieu de la mort. C'est techniquement un dieu mort-vivant, qui a pris le contrôle du royaume des morts et qui du coup s'est autoproclamé dieu des morts. Mais de fait, c'est pas vraiment un dieu de la mort. Même si au final, il en a le contrôle. Ensuite, alors, la luminette qu'on voit ensuite plus bas, c'est...
C'est celle qui est apparue dans la chronique des Dawnbringers, justement, où du coup c'est Tareta qui est venue du coup dans la chronique des Dawnbringers, et c'est elle qui a rapporté la flamme de l'eau phénix à Ish, le royaume de la lumière. Avec d'ailleurs aussi son frère Torelith, qui était un garde phénix. Et elle, je pense ce serait possible, selon moi, qu'elle ait sa figurine d'être une perso nommée du temple du Zénith. Du coup, de par ses actes. C'est intéressant pour moi. Alors, je pense pas qu'il y a énormément de chance, mais même si ce serait sympa, parce qu'ils nous ont déjà introduit dans les chroniques, donc ça va être un pourquoi pas. Ça va être un pourquoi pas. Ensuite, alors lui je l'aime bien. On arrive sur Hamilcar, le mangeur d'ours. Le meilleur de tout, le meilleur personnage des Stampcast. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore eu sa figurine. C'est un crime. C'est le perso le plus intéressant de tous les Stampcast. Clairement. Et le pire du coup, c'est que c'est même pas un seigneur commandant d'un host, c'est même pas un membre du cercle fermé de Sigmar, c'est juste un débile qui fait partie de l'host des Templiers Astro, des Templiers stellaires. Il fait partie de l'host des chasseurs, quoi. Et il est vraiment... il est trop marrant. Et oui, je pense... Alors pour moi, il aura sa figue. Il a eu un épisode d'Hammer and Bolter. Sur les autres épisodes des Sigmar d'Hammer and Bolter, il y a eu ceux de Gunnar, avec sa fille. Depuis, il a eu une figue. Et l'autre, c'était avec Calice et Toll. Et depuis, ils ont eu une figue. Donc de tous les épisodes, il était là aussi. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps. Là où les autres ça prendra un certain temps, lui je suis sûr à 99,99% que fucking Hamilcar, le bouffeur d'ours, il arrive. Mais ouais. Meilleur perso des Éternels. Franchement, si vous avez l'occasion de lire ses livres, allez-y. Si vous avez l'occasion de voir l'épisode d'Hammer and Bolter, allez-y. D'ailleurs, j'en ai fait une review, elle est sur la chaîne, ça vous dit. J'ai appelé ça un popcorn, mais corn du sang. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Et oui, j'ai fait un peu une review et j'ai parlé d'Hamilcar. En tout cas, personnage très très sympa, j'aime beaucoup. Il a son War Scroll légende et son armée de renom. Ah bon? Ça c'est apparu peut-être dans un White Dwarf, non? Je sais pas. Mais il aura sa fille. Ça, ce serait sympa. Je me demande comment ils vont faire niveau figurine. Je me demande comment ils vont faire pour ces tatouages. Parce que justement, en fait, Hamilcar, il vient d'une tribu un peu barbare de chasseurs. Mais il n'a pas gardé vraiment tous ses souvenirs. Il s'est souvenu justement des symboles qu'il s'est tatoués. Qui faisaient partie justement... que sa tribu se tatouait, mais il ne se souvient plus vraiment de leur signification. Mais il s'est tatoué, c'est marrant. Il a des tatouages du coup. Et ça me paraît compliqué. Je pense pas que ce soit possible à transposer dans une figurine. Donc ce sera à la peinture clairement. Mais ouais, meilleur perso des Éternels. Alors ensuite, le prochain, ça c'est un autre perso qui est apparu durant la guerre des âmes. Alors si vous projetez de lire la guerre des âmes, peut-être couper le son jusqu'à ce que je change l'image ici, comme ça vous n'êtes pas spoilé. Mais il s'agit de Baltas Harun, Seigneur Arcanum de la chambre des enclumes de l'Eldenhammer, et il se trouve qu'il s'agit de Balthazar Gelt, dont l'âme a été reforgée
en éternel de l'orage. Donc, lui, je me demande, parce que en plus il est apparu dans la guerre des âmes, c'est l'un des romans les plus officiels. Il a été d'ailleurs réédité dans les guerres des royaumes mortels, dans un livre récent qui a été traduit en français d'ailleurs. Donc, très clairement, je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes, je sais qu'il y a des fois des gens qui ont un peu un ras-le-bol de voir des personnages du vieux monde être ramenés dans AOS. Mais lui, pour moi, ça fait sens. Je veux dire, c'était un des incarnés à la fin des temps. À part lui, quasiment tous les autres incarnés sont là dans AOS. Donc ça me choque pas qu'il soit là, clairement. Et ce serait intéressant. Ce serait intéressant qu'il ait sa figurine et qu'il soit un peu plus mis en avant. Après, j'ai l'impression, niveau narration, que Game Workshop a commencé à mettre de côté la majorité des personnages qui étaient issus du vieux monde et qui commencent un peu plus à se focaliser sur les personnages d'AOS. Même s'il y en a toujours qui sont mis en avant, comme Ushoran par exemple. Donc à voir. Lui, ce serait aussi un pourquoi pas. Très clairement. Il est devenu libanais depuis avec Josimar. Haroun, c'est nom de famille. C'est pas Haoun, c'est Haroun, A-R-U-N. Mais il a un nom différent parce qu'il se souvient pas qui il est, quoi, tout simplement. Ensuite, alors, un autre éternel. Tac. Cette fois-ci, il s'agit d'un membre de la chambre des Chevaliers Excelsior. Donc, la chambre des machines froides. C'est vraiment... C'est ceux qui n'ont quasiment aucune émotion et qui vont suivre la loi et chaque ordre de Sigmar à la lettre, peu importe ce qui se passe. C'est des machines. Et donc lui, celui dont on va parler ici, c'est Vernus Strife, le seigneur scintillant, qui est le seigneur commandant des Chevaliers Excelsior. Donc au même titre que le seigneur commandant des Marteaux de Sigmar. Merde, attendez. Ah, zut. Bastien Cartalos. Ouf. Bastien Cartalos, qui a sa figue. Et je pense clairement qu'on va finir d'ailleurs, tant qu'on parle des seigneurs commandants, je pense qu'on aura des figues pour tous les seigneurs commandants de chaque os des éternels de l'orage. Et donc lui, c'est complètement l'un d'entre eux. Et je pense que ça prendra du temps, mais il finira par arriver. Pour moi, c'est quasiment sûr. On ne sait pas trop de choses sur le seigneur scintillant, mais bon, dites-vous que c'est celui qui gère justement ceux qui n'ont aucune émotion. Donc, ceux qui suivent un peu tous les ordres à la lettre. Donc on peut se dire que lui c'est ça, mais sous stéroïdes, quoi. C'est pas vraiment une mauvaise chose qu'AOS devient vraiment AOS. Oui, je suis d'accord sur ce point. Même si on parle moins de certains personnages qui étaient issus de Allworld. Par exemple, Valkia a été mis un peu de côté. Elle a été transformée dans Allworld. Même si on n'en parle pas toujours, elle est techniquement toujours là. C'est une princesse démon, une princesse démon. Elle sera toujours là, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on parle plus de certains personnages qui sont pas forcément là. Et du coup, le fait que la narration se focus sur les personnages d'AOS, ça permet de porter plus d'identité à AOS spécifiquement. Ce qui n'est pas effectivement une mauvaise chose. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais, s'ils nous mettent Balthazar Gelt, honnêtement ça me choquerait pas. Et en plus quand on le voit dans la guerre des âmes, bah comme il n'a pas tous ses souvenirs, il est relativement différent, quoi. Il y a certaines choses qui restent telles qu'elles sont, mais
vous voulez, on est changé par notre environnement, quoi, en somme. Et du coup, pareil pour lui. Les moins expressifs, ce serait pas les Eldanhammer, déjà morts. Les enclumes de l'Eldanhammer, non, eux c'est différent. Eux, ils sont assez liés à Shaiish, héros des morts. Et ça vient du fait que leurs membres, certains de leurs membres étaient pas vivants avant d'avoir été reforgés, ils étaient déjà morts. Certains sont des âmes qui ont été pris à des après-vies de Shaiish. Et d'autres sont même des âmes très très anciennes, certaines qui viendraient de l'ancien monde. Et c'est pour ça qu'en fait que canoniquement, dans les enclumes de l'Eldanhammer, il y a potentiellement beaucoup plus de héros de l'ancien monde, de l'Empire, qui seraient dans cette chambre et qui n'auraient pas forcément des souvenirs. Comme Balthasar Sarun, quoi. Le travail alien... mais être sans casse, ça a l'air d'être dur. Ouais, c'est particulier, quoi. Donc si Sigmar n'a pas ordonné de manger dans le service, il ne mange pas. Techniquement, les éternels n'ont pas vraiment besoin de manger beaucoup. Dans un livre, je crois qu'ils disent que genre ils peuvent manger une pomme tous les mois, quoi. C'est un peu particulier, quoi. Peut-être. Peut-être un peu, peut-être une pomme toutes les semaines, quoi. Mais ils peuvent manger. Ils ont la capacité de manger, mais ça n'a pas l'air d'être indispensable pour eux non plus. La chasseresse de Sigmar n'est pas un seigneur commandant. Indrasta, non, n'est pas un seigneur commandant. Elle fait partie du cercle fermé de Sigmar, comme les Ionis Cridborn aussi d'ailleurs. Et ce sont des éternels qui sont extérieurs aux chambres des autres éternels. Ils sont pas sous les ordres des autres seigneurs commandants. Ils ne répondent qu'à Sigmar lui-même en fait. Ils sont extérieurs à la hiérarchie des éternels. Pour faire simple. Ensuite, le prochain personnage, du coup, c'est le patriarque doré, qui est un autre seigneur commandant, celui des bellicistes célestes, donc les Celestial Warbringers. Attendez, je vais montrer. Tac. Donc ça c'est pas forcément lui, ça c'est un des bellicistes célestes. Et eux, ils ont un art particulier. Les membres de cette hoste ont des visions de leur mort. Un peu comme les gardes de Phoenix d'ailleurs. Et du coup comme ils meurent plusieurs fois, donc ça peut être réutilisé justement. À chaque fois qu'ils meurent, ils ont une autre vision de leur prochaine mort, etc. Ce qui fait que cette hoste est souvent mobilisée pour combattre les forces de Tsench. Parce que justement, ils combattent les visions prophétiques avec d'autres visions prophétiques. C'est un peu un combat en quatre dimensions. Quand il y a besoin de ce genre de capacité, c'est eux qu'on envoie, quoi. Donc pareil, s'il y a les seigneurs commandants, je pense que ça prendra du temps. Ensuite, on arrive sur la cour royale des Sylvanettes. Donc la cour royale, ce sont les différents seigneurs des différentes clairières des Sylvanettes. Eux, pour le coup, ils ont tous été nommés. On a Raëleth, le haut roi de Chênefront, qui est un immense homme arbre de la taille d'un méga gargan. Donc en termes de figurines, ça aurait de la gueule, clairement. On a ici Spond, le roi grognon de Gnarlroot, de Racineuse, qui devrait, s'il sort en figurine, ça devrait être un sacré mage, parce que Gnarlroot, c'est vraiment la clairière sylvanette qui est extrêmement curieuse dans les arts mystiques et qui a accumulé énormément de connaissances sur la magie et qui connaissent énormément de sortilèges. Ça c'est Gnarlroot. On a Skriochal, le vieux roi de Givrefeuille. On a la reine des saules de Belle-Moisson. Aussi dans la cour royale, il y a la reine douairière de Cœurbois, qui est la clairière qui est un peu liée à Kurnos. Il y a l'archiduc de Fer-Écorce, les Ironbark, qui est ma clairière préférée. Lui, il pourrait être un peu
un peu minéralisé, genre, vous imaginez peut-être un Sylvaneth avec des cristaux et du filon du minerai un peu qui brillerait, ce serait assez stylé. Un Sylvaneth à moitié en pierre en somme. Il y a aussi le gardien d'Afrobois, il y a la Huldrette qui est une autre, qui est pas une chef des clairières mais qui fait aussi partie de la cour royale d'Ariel. Il y a aussi le Véneur de Kurnoth qui n'est peut-être pas le Beltanos, je suis pas sûr de ça personnellement. C'est possible que ce soit Beltanos, mais le Véneur de Kurnoth était l'envoyé de Kurnoth à la cour d'Alariel. C'était son messager, c'était un peu son maître de chasse, et ça semblait pas être toujours le même. C'était un Kurnoth un Kurnothi qui l'envoyait en son nom, pour parler en son nom à la cour d'Alariel. Donc ça se trouve, lui il y a peut-être moins de chances qu'il ait sa figurine, mais voilà pour les différents membres de la cour royale. Donc eux clairement, ça prendra du temps, mais ce sera des personnages nommés qui pourront arriver au fur et à mesure des nouvelles sorties des Sylvaneth. Pour moi, c'est à peu près sûr. Si ça se trouve, ce sont des gardes phénix. Qui, les bellicistes? Moi, je pense quand même. Le crew des Groutes. Ils sont les seuls à connaître exactement ce qu'est la saison oubliée. C'est possible. Je pense que du coup l'âge de Louis c'est une période qui a été oubliée de toute l'histoire de Sylvaneth. Pour moi il y a moyen qu'ils aient eux aussi oublié, pas sûr. Possible que ce soit les seuls. J'ai un doute. Salut Choubec el Poilu. Ensuite on arrive à Ysilla Torian. Du coup la maréchale qui a mené la croisade Éophore d'Amerolgira et qui a fondé Vert-de-Gris. Et qui a été un peu transformé en Sylvaneth ou en Kurnothi, on n'est pas sûr exactement. Ça pourrait être une nouvelle figurine des cités de Sigmar ou des Sylvaneth. Mais elle serait assez stylée, je pense. Et elle, je suis à peu près sûr qu'elle aura une figue. À 99,99%. Je veux dire, quasiment tous les autres personnes nommées des croisades d'Éophore ont une figue. Talia Vedra, la Pontifex Zenestra, etc. Donc elle aura sa figue. Est-ce qu'elle sortira avec les cités de Sigmar ou avec les Sylvaneth? À voir. À la fin des croisades d'Éophore, elle quitte Vert-de-Gris. Elle entend l'appel de la chasse sauvage de Beltanos. Et elle part le rejoindre. Donc il y a moyen qu'elle sera parmi les Sylvaneth. Et qu'elle apportera peut-être un nouveau type d'unité parmi les Sylvaneth, peut-être des genres de Kurnothi. Qui sait? Peut-être qu'elle arriverait pas toute seule. Ouais. Mais nous verrons. Salut Azarat, bonsoir, merci beaucoup à toi pour tes vidéos et ton travail au global sur AOS. Je saute pas mal de factions, mais avec l'évolution du lore, Séraphon et des temples au sol de plus en plus bestiaux, que nous ayons à nouveau des héros russes ou Croxior à nouveau. Alors, désolé, c'était laborieux. On va arriver bientôt sur le héros, le potentiel héros des Séraphons, un peu après. Je la connais pas, elle était dans le casting du film Le Labyrinthe de Pan. Je connais elle? Ah oui, d'accord. Racines noueuses, dans leur histoire, ont conservé l'histoire de l'âge oublié sur ordre d'Alariel. Ah oui, c'est ça, exact. Mais du coup, c'est pas toute la cour, mais oui, il me semble bien que t'as raison pour Racines noueuses. C'est un peu les gardiens du savoir, effectivement. Ensuite, nous arrivons sur des héros nommés Pyrotueurs. Oui, oui. Alors je sais que un peu la vanne sur les Pyrotueurs, c'est qu'ils n'ont pas eu de figurine nommée depuis quasiment le début.
à part Jules Grimnir dans la bande de Shadespire. Et Gotrek, même si c'est pas vraiment un pyro tueur. Donc, et c'est vrai qu'avec cette rumeur que les pyro-tueurs n'aient pas leur Battle Tome, ce serait... Ils ont pas toutes les chances de leur côté. Mais on va parler des personnages nommés des pyro-tueurs et qui pourraient justement apporter... qui pourraient arriver avec leur figurine. Alors déjà, ici, on a Bael Grimnir, le père des runes de la loge des Vostarg, qui est aussi apparu durant les croisades d'Éofor. Il s'est battu contre Trog et est venu en aide à la croisade de partie d'Amorol Aksha au Royaume du Feu. Et clairement, je pense qu'il pourrait avoir sa figure. Un autre personnage qui a été mentionné dans les croisades d'Éofor et qui a eu sa figure très récemment, c'était le prince Vordrai. Et lui, il était même pas vraiment actif dans la campagne, il a juste été mentionné hors champ, quoi. Donc, pour moi, je pense clairement qu'il finira par revenir, mais je vais mettre en ça prendra un peu de temps. Surtout s'ils n'ont pas de mise à jour avant quelques temps. Comment on fait pour jouer les... Pyro-tueurs... D'accord, merci la répartie. La seule faction à pas avoir de nommé. La rumeur qui n'est pas embêtée, pas trop suivi ou j'ai mal entendu. Faut faire attention après les rumeurs, hein, vous savez. Mais oui, une mère des runes. Alors, dans ce barn, il est mentionné, et dans d'autres trucs, elles ne sont pas nommées les mères des runes, du coup les conjointes des pères des runes. Elles sont nommées les reines magmatiques, du coup. De Magma Queen, donc les magma reines, sinon aussi on peut les appeler. On va arriver sur elle juste après. Ensuite, juste avant, on a un autre père des runes d'une autre loge. Cette fois-ci de la loge des Greyfird. Et lui, il s'agit de Usgar Grimnir. Donc tous les pères des runes ont Grimnir dans leur nom. C'est un peu leur droit en tant que père des runes. Usgar Grimnir qui fait du coup partie des Greyfird. Alors les Greyfird, c'est un peu l'autre face de la pièce que sont les Vostarg. Les Vostarg, ils ont un grand sens de l'honneur. Ils respectent vraiment tout leur serment, tout leur contrat. Les Greyfird, c'est ok, tu me payes genre 100 balles pour faire un boulot, mais ton ennemi vient de me payer 101 balles. Donc, salut. Voilà. On se revoit sur le champ de bataille. C'est ça les Greyfird. Donc, comme à peu près, je pense qu'on aura un peu différents pères des runes au fur et à mesure. Donc comme Bael Grimnir, ça prendra un peu de temps. Alors ensuite, donc on arrive à cette fameuse magma reine qui s'appelle Grunhilda, qui est la magma reine des Vostarg et du coup l'épouse du père des runes Bael Grimnir. Ça c'est un artwork que j'ai trouvé, c'est pas un artwork officiel, mais je le trouve assez stylé. D'ailleurs, si jamais vous cherchez l'artiste, c'est Carlo Spagnola qui avait fait un concept du coup de pyro-tueuse. Attendez, je vais montrer un peu en plus grand. Il n'y a pas le full art, mais ça lui donne je trouve qu'elle a de la gueule et un peu des guerrières un peu dans ce style qui arriverait, ce serait assez stylé. Grimnir apparaissant comme un avatar de Kain, ça peut être cohérent. Aussi sur le très très long terme, quand les pyro-tueurs auront réuni un peu toutes les essences, ou en tout cas une grande partie de l'essence de Grimnir, il pourrait revenir. Après j'en ai pas mal parlé, mais Grimnir pourrait revenir avec sous forme d'un genre d'hybride de Grimnir et de Vulcatrix. Mais nous verrons. On verra ça.
C'est vraiment dommage, mine de rien, il y aurait quand même un peu de potentiel nous unité via le magma droite, genre de cavalerie sur des petits magma droite. Ouais, genre des magma droite juvéniles, bah clairement, ouais, ça pourrait. Les Greyfield ont juste compris qu'ils sont des mercenaires et c'est tout. Oui, pour eux, tous les moyens sont bons, quoi. Un côté un peu naine sombre faire de Warcraft, j'aime bien. Ouais. Ça, je connais pas trop Warcraft, honnêtement. Mais elle est stylée. Donc elle, je trouve que ça aurait de la gueule de voir Grunhilda. Pas garanti, mais on a vu quelques femmes pyrotueurs dans la bande la plus récente de Warcry, justement, des pyrotueurs. Donc s'ils veulent nous ajouter un personnage nommé, pour moi, elle, ce serait sympa. Et du coup, il y en a une autre, qui est du coup la fille de Grunhilda et de Balgrimnir, qui n'a pas été... on connaît pas encore son nom, mais elle a été mentionnée aussi dans les croisades d'Éofor. Et du coup, ça me laisse penser que peut-être qu'on pourrait l'avoir. Surtout que d'après Balgrimnir, parce que Balgrimnir a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de fils, et je crois qu'il a quasiment qu'une fille. Et il n'a pas encore décidé de son héritier, mais apparemment, il projetterait celui ou celle qu'il considère comme le plus apte à devenir son héritier, l'héritier de la loge des Volstarg, ou l'héritière, bah justement, c'est elle, cette fameuse fille qui n'a pas encore été nommée. Donc, pour moi, ça aurait de la gueule, et en plus, comme elle a été mentionnée dans les croisades d'Éofor, je serais pas étonné qu'on la voit arriver un de ces quatre. Limite, il y a plus de chances qu'on la voit arriver elle que sa mère. Très clairement. Et traque flamme vulkite. Elle est en colère. Salut Jean-Marie. Peut-être elle a pu lutter depuis longtemps, je sais pas pourquoi je dis salut. Pourquoi tu dis salut Twitch? Vous vous dites salut, ça y est, vous commencez à communiquer entre Twitch et YouTube. Je pense que la fille est la pyro qu'on a le plus de chances d'avoir. Clairement, ouais. Limite, peut-être, je mettrais même peut-être là, parce que Balgrimnir, il commence vraiment à vieillir, quoi. Il est pas loin de la retraite. Et justement, cette notion de son héritière qui pourrait bientôt arriver, limite, elle a un petit peu plus de chance que Balgrimnir. Ou alors, elle arrivera avant lui, quoi, peut-être. Le multivers, c'est ça. Ensuite, on arrive sur les Séraphons. Alors, du coup, celui-là, donc j'ai pris la figurine du Saurus albinos qu'on voit dans Total War, parce que justement, c'est un autre Saurus albinos qui s'appelle, je retrouve le nom, qui s'appelle Gar, qui est un Saurus sans ancien albinos, et qui dirige les griffes de Coatl à Gur, le royaume des bêtes, dans à la ziggurat de Mekitopsar, la cité ziggurat de Mekitopsar, la cité temple. Donc cette constellation Séraphon a la particularité d'avoir son slan qui est un peu KO. Il est dans le coma, et du coup les Saurus ont repris le pouvoir. Et genre Mekitopsar, la griffe de Coatl, faut imaginer genre, c'est limite une WAG de Saurus. Genre ils ont pris le contrôle des bassins de frais pour générer d'autres Saurus, et ils ont appuyé sur le bouton, ils ont maximisé les Saurus, et ils ont genre des marées de Saurus avec eux. Donc lui, je trouve que ça aurait de la gueule, clairement. Je suis pas sûr à 100%, mais s'il va nous mettre un personnage nommé Séraphon, pour moi c'est lui où il y a le plus de chance, clairement. Ensuite, elle. Alors c'est pas l'artwork officiel, mais c'est ça, c'est un artwork de Soulbarn. Oui, assez stylé. Elle est où? Ouais. Elle, il s'agit de
Catrick Le Guillon, presque un nom, c'est marrant, elle a presque un nom bretonien, français du coup, Cocorico. Et il s'agit de la première commandante d'Amerol. C'est-à-dire que, par exemple, Talia Vedra, c'est la première maréchale, mais ça ne fait pas d'elle la commandante suprême des forces d'Amerol. C'est la première, du coup, des maréchales, et au-dessus des maréchales, il y a un commandant en chef des armées d'Amerol, des guildes libres d'Amerol, et c'est elle, justement, c'est Catrick Le Guillon, la première commandante d'Amerol. Elle a sa place dans le conclave, etc. Et c'est une grande amie d'ailleurs de Talia Vedra, une amie d'enfance. Ils ont commencé ensemble, c'était que des voleurs des rues dans les rues d'Amerol. Et ensemble, ils sont entrés dans les guildes libres et ils ont gravi les échelons ensemble. D'ailleurs, Catrick Le Guillon a soutenu Talia Vedra quand elle a massacré 4 membres du conclave d'Amerol qui étaient corrompus justement. Elle a participé à ce petit putsch quoi. Et donc pour moi ce serait un autre perso nommé des cités de Sigmar qu'on pourrait voir. Je pense que ça prendra un peu de temps quoi. Mais elle viendra. Pour moi elle viendra. Si le stade de Mekitopsar se lève, il se passe quoi? Il va sûrement mettre la Fessosaurus quoi. Le slan de question est aux portes de la mort, donc compliqué. Oui, c'est ça. Les slans sont en phase descendante, quoi, on va dire, en ce moment. Il n'y a pas vraiment de moyen d'en faire d'autres, donc voilà. Ensuite, on a une autre personnage intéressante qui est apparue dans différents romans, notamment des romans d'histoire courte, qui est aussi apparue dans les aventures de Calice et Tôle. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Elle est un peu moins connue que la plupart. Il s'agit d'Arika Zent. C'est une capitaine, du coup, d'une flotte de corsaires. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Peut-être dans une boîte avec un groupe comme les Sauveurs de Cinderfall, comme on a eu justement récemment avec les lames du Roi Vide, avec Ado Ezekiar. Ça pourrait être le personnage qu'on pourrait voir dans une boîte un peu comme ça, avec différents groupes pour une unité de renom. Différents héros pour une unité de renom. Et je trouve assez stylé, quoi. Elle est apparue dans un des romans courts qu'il y a eu, du coup, pour Age of Sigmar, Le Cœur de l'Hiver, qui est un livre assez sympa, je l'ai beaucoup aimé. Et où, justement, elle est dans... je vais pas trop spoiler, mais... Elle est sympa. Donc je pense que ça aurait de la gueule. Bah, peut-être... c'est moins officiel. Krogar, il est mentionné quand même... Krogar, pardon. Il s'appelle pas Krogar. C'est Gar. À pas confondre avec Krogar, justement, lui, le Saurus. Mais elle est mentionnée dans les livres. Voilà. Là où ils sont bien mentionnés dans les BT, quoi. Je pense que ce serait là. Pourquoi pas. Enfin, un petit pourquoi pas. Les anciens voleurs qui deviennent les dirigeants. Ouais, c'est vraiment l'histoire des underdogs. Catrick et Talia Vedra, quoi. C'est les vauriens qui deviennent les généraux de la cité. Ouais, je fasse d'ailleurs. Du coup, on en apprend plus d'ailleurs sur Catrick dans le livre de Talia Vedra qui est sorti récemment. Pareil, si je vois que le livre sera pas trop traduit, j'essaierai de faire justement comme les livres de Ado Ezekiar, j'ai prévu de le faire, de narrer chapitre par chapitre ce qui se passe dans les livres. Ça pourrait être sympa. Salut Abyssal Death. C'est vrai qu'un nouveau héros unique serait cool chez les Seraphons. Ouais, clairement. Il y a des pirates dans OS, alors oui. Il y a même des vampirates, d'ailleurs on va en parler un peu plus loin, c'est pour ça que j'ai mis l'image de Nautilus. Noctilus, pardon. Mais on va y venir. Ensuite, oui, c'est pour ceux qui connaissent l'artwork, c'est bien lui. Aborash, parce qu'il a été mentionné dans
plus de 2 livres donc Aborash, le dragon de sang, le géniteur du coup de la lignée des dragons de sang. Honnêtement, il y a un potentiel pour qu'il vienne en figue comme Ushoran. Donc il est mentionné, alors pas directement de nom dans les livres, jamais on dit son nom, jamais on dit Aborash, mais son titre est mentionné à plusieurs reprises, le dragon de sang, et il est décrit comme l'un des plus puissants guerriers de Shaiish, le royaume de la mort. Et quand on voit les loustiques parmi les Mortarques, etc., c'est pas un titre dit à la légère. Et donc ça semble être aussi l'un des guerriers les plus fidèles à Neferata, la Mortarque du sang, et elle enverrait ses chevaliers vampires les plus loyaux aller s'entraîner sur sa montagne. Ça a l'air d'être un guerrier solitaire qui semble être isolé et qui entraîne les différents chevaliers de sang de Neferata. Et en plus, du coup, les Blood Knights, c'était littéralement les dans le vieux monde, c'est littéralement Aborash qui a fondé l'ordre des chevaliers des dragons de sang. Donc clairement, pour moi, c'est un bon Saoret de la gueule. Peut-être même, il pourrait même peut-être être un Mortarque. Peut-être genre mais un Mortarque de quoi, je suis pas sûr. J'avoue que je suis pas sûr ça par contre. Parce que par exemple, si on regarde un peu au niveau des noms des Mortarques, je sais que par exemple Vlad était un Mortarque. Il avait le titre de Mortarque des Ombres. Donc à voir. À voir. Aborash, le charisme incarné. Oui, ce serait bien stylé de le voir là. Ça voudrait dire qu'on a encore un autre vampire fondateur d'une des autres lignées originelles des vampires, quoi. Parce que jusqu'ici, on a Ushoran et Neferata. On a aussi Manfred qui, de par le fait, même s'il n'est pas le fondateur originel des Van Karstein, il a continué la lignée des Van Karstein dans AOS quand Nagash l'a recréé. Donc, c'est intéressant. Mortarque de la rage ou du sang. Bah Neferata c'est déjà la Mortarque du sang. Mortarque de l'honneur ou Mortarque des serments. Ah, Mortarque des serments, ça pourrait être stylé. Des serments chevaleresques un peu. Franchement, ça pourrait être stylé. Donc il est apparu dans... Alors j'ai pas envie de spoiler dans quel livre il est apparu. Il est apparu genre dans 2-3 livres. Au pire, un jour on en parlera peut-être plus de ça. Si je vois qu'il est renommé encore, rementionné quelque part, peut-être qu'on en parlera plus en détail. Mais Aborash n'est pas écarté. Ensuite, on a une autre personnage, cette fois-ci des filles de Cain. Où est-ce qu'elle est? Alors techniquement c'est une sorcière des couvents noirs à la base, mais elles sont plus ou moins liées aux filles de Cain quand même. Alors elle c'est Drusa Kraes, et son dragon d'ailleurs s'appelle Claronax il me semble, je suis pas sûr. C'est la matriarche suprême de Harkouron. C'est elle d'ailleurs qui a manigancé la guerre civile à Anvilgard, du coup qui est devenue Harkouron. Donc elle est apparue justement pendant les Broken Realms, pendant Broken Realm Morathi. Donc c'est peut-être aussi selon moi une personnage qui pourrait apparaître dans le futur, peut-être avec une nouvelle figurine de dragon, un nouveau dragon. On a eu un nouveau dragon mort-vivant, donc ce serait un nouveau dragon un peu de Dougou, le royaume des ombres. Ce serait stylé. Je pense pas que ce sera encore un draconite, ça ferait beaucoup d'un coup, un autre draconite encore. Quoi que ce serait intéressant que ce soit genre pas forcément un draconite ancien comme Candice Karazai, mais peut-être que ce soit un œuf
de draconites qu'elle a corrompu à la même manière qu'ils ont que les autres dragons ont été transformés à Ulgu. Du coup, l'Empire de Darkas, du coup, ce sont les elfes, monteurs de dragons noirs du Royaume des Ombres, qui sont peut-être rattachés aux Umbranet dans le futur d'ailleurs. Donc ouais, elle pourrait avoir une figurine assez stylée, très clairement. Elle, je la mettrais en... Je la mettrais en pourquoi pas. Maintenant, pourquoi pas. Dans les dragons et les draconites sont deux espèces différentes. Alors, les draconites sont une espèce de... sont une sous-espèce de dragon, pour faire simple. Ce sont des cousins... Non, ce serait plus exact de dire, ce sont des cousins des dragons. Ouais, pour faire simple. Sans être trop dans les détails. Il y a aussi les Stardrake, qui sont encore d'autres cousins. C'est différents membres de la grande famille un peu des dragons, quoi. De mon côté, j'aimerais bien qu'ils nous remettent des prêtres chez les Slave to Darkness avec une liste de prières. Ah. C'est vrai que... Bah après, les dieux individuellement, les factions individuelles des dieux du chaos ont des prêtres. Bah, peut-être pas toutes. Surtout Korn. Au moins Korn, je suis pas sûr pour les autres, j'ai un doute. Mais c'est vrai que le chaos universel ne les a pas forcément. Ensuite, on a un personnage du chaos. Du coup, ça c'est Zaronax, le point de l'élu éternel. Il a été mentionné un peu plus récemment, justement dans le Battle Tome des Gloomspite, il me semble. Où il se fout... non, pas Gloomspite. Il a été mentionné justement que les Gitmob des Gloomspite se battent contre lui. Il a été aussi mentionné dans Soulbound, où justement il gouverne la région de Golvaria, à Akshi, le royaume du feu, pour Archaon. C'est un des lieutenants d'Archaon. Donc c'est un prince démon nommé, qui serait intéressant de voir peut-être, s'il est un peu plus développé. Ce serait un peu un autre des lieutenants d'Archaon, un peu comme on a la lance de l'élu éternel avec Abraxia. On aurait le point de l'élu éternel qui serait un prince démon. C'est intéressant. Je trouve aussi intéressant le fait que des princes démons servent Archaon. Parce que Archaon justement est encore un mortel. Et en termes de power dynamique, je trouve ça intéressant. C'est pas l'ancien design des princes démons? Lequel? Dracossion est si immense que ça? Oh oui. Il est titanesque. Bah, sur l'artwork qu'on voit là, il s'enroule autour du noyau du vieux monde. Et le noyau du vieux monde, on voit l'artwork dans Azir, on voit il est énorme, c'est la taille d'une lune quoi. Donc c'est un gros morceau. Les dieux animaux sont des titans quoi. Donc lui, je dirais, ce serait un pourquoi pas. Ouais, Zaronax. Ensuite, on a la tempête qui marche. C'est du coup un ogroïde nommé qui gouverne les Sions de la flamme à Akshi, dans la région d'Aspiria. Donc il y a un ogroïde thaumaturge, donc de la race des Gorohan, la race de la destruction qui était qui à la base vénérée Gorkamorka et qui a fini par se rebeller et rejoindre le chaos. Et donc ça c'est un des persos nommés. Donc lui, je mettrais aussi en pourquoi pas. Archaon est pas un demi-dieu. Bah, techniquement, alors il est immortel, sa vie a été allongée depuis longtemps, mais il est pas invulnérable et techniquement c'est pas un dieu. Après, en termes de puissance, il les égale. Donc, tout est affaire de point de vue, quoi. Ensuite,
on a un autre personnage intéressant qui a été nommé, qui est sympa. C'est le haut bibliarque des Sphinx. Alors les Sphinx, c'est une espèce de sphinx qui était fidèle à Teclis. Donc c'est une espèce originaire de Ish, le royaume de la lumière. Et Teclis leur avait donné la tâche de veiller sur des secrets interdits et des artefacts. Cependant, ils ne semblaient pas pouvoir manipuler la magie eux-mêmes. Et c'est un pouvoir qu'ils convoitaient beaucoup. Ils étaient assez frustrés de devoir garder des choses qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes utiliser. Et c'est ce qui a permis en fait à Tzeentch de corrompre peut-être pas toute leur espèce. Il se peut que comme les Gorohan, du coup comme les Ogroïdes, on a eu justement un régiment de renom de Gorohan de la destruction qui sont restés fidèles à la destruction, qui sont pas partis du chaos. Donc peut-être qu'un jour on pourra jouer des Sphinx qui sont pas tombés sous l'influence du chaos. Mais du coup, les Sphinx ont fini par rejoindre le chaos à cause de Tzeentch. Et ils se sont rebellés contre Teclis. Donc il y a un Sphinx nommé qui s'appelle le Haut Bibliarque, qui était le maître de l'ordre des Sphinx. Donc lui aussi, ce serait un petit pourquoi pas. Ce serait sympa d'avoir... s'il décide de faire plus de Sphinx, ce serait sympathique de voir ça. Arcans, c'est comme croix qu'en soi. En quelque sorte, c'est pas des dieux, mais ils ont clairement la puissance et les connaissances. Le sphinx du mythe d'Oedipe. Ils se sont rebellés car les Orques ont détruit plusieurs fois leur cité, car les Ogroïdes étaient des bâtisseurs. C'est ça, c'était une faction de destruction qui voulait créer un empire, donc qui aurait pu techniquement devenir entre guillemets une faction de l'ordre, et qui s'est fait bully par la destruction et qui est devenue une faction du chaos. Je pense que les Sphinx sont liés à Selenar. C'est possible, parce que Selenar, c'est clair que c'est aussi un sphinx dans l'idée, même si lui c'est pas vraiment un sphinx, c'est plus que la forme qu'on voit, c'est celle d'un sphinx, mais ce n'est qu'un vaisseau utilisé par l'esprit de Selenar, parce que Selenar, le vrai corps de Selenar, c'est la lune. Ce qui s'appelle Selenar, c'est l'une des deux lunes de Ish. Donc en fait, le vrai corps de Selenar, c'est une lune. Mais la symbolique des sphinx, le côté savoir, les énigmes des sphinx, etc., c'était une créature qui est révérée à Ish, le royaume de la lumière, et donc qui est une créature récurrente quoi, pour le royaume. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont tombés au chaos. Ensuite, on a une reine de guerre nommée, qui je vais y arriver, qui a été mentionnée justement dans le livre qui s'appelle Reine de guerre. Un des romans courts, justement là d'où vient cet artwork d'ailleurs. Et honnêtement, ce livre, il est assez sympa. Il est assez court. C'est encore un autre livre que je trouverais sympa de lire en live, peut-être. Je sais pas si je peux lire directement le texte. Je crois pas que j'ai le droit. Mais à la limite, ce que je peux faire, c'est lire à l'avance, résumer un peu les chapitres et narrer l'histoire directement, plutôt que de lire l'histoire page par page telle quelle. Et j'ai beaucoup aimé son histoire à elle. Alors elle, je vais la nommer quand même. Elle s'appelle du coup Verda. Et elle a une histoire intéressante. À la base, son clan vénère plus ou moins un aspect de Tzeentch. Et eux et beaucoup d'autres clans noirs serments sont en guerre avec une légion de serviteurs de Khorne. Et de là, il se passe pas mal de choses intéressantes. Et la fin est assez épique. Je vais pas trop la spoiler parce que j'aimerais en parler. Mais
ça explore les serviteurs du chaos, pas forcément du chaos universel, mais des serviteurs du chaos qui vénèrent 2 dieux du chaos majeur. Ils sont liés à d'autres dieux du chaos majeur, et du coup qui deviennent un peu des champions de 2 concepts en même temps. Et ça c'est très intéressant. Et pour moi elle a un petit potentiel. Si Game Workshop décide un peu d'explorer ça, et de nous sortir des seigneurs du chaos, genre par exemple un seigneur du chaos qui est à la fois un élu de Slaanesh par exemple, et un élu de Tzeentch en même temps. C'est un peu ça qui se passe dans ce livre. Donc à voir. Donc pour moi c'est un autre pourquoi pas. En somme, elle ça va être un autre pourquoi pas. Ensuite, lui c'est un autre perso intéressant qui est encore une fois dans un autre livre. Lui il apparaît dans Shadespire, la cité miroir. Donc attention, il va y avoir un mini spoil. Pareil, je vais laisser l'image comme tout à l'heure. Et tant que vous voyez l'image, peut-être vous coupez votre micro. Et donc là, il s'agit ici de Zuvacin, ou plutôt Zuvas, un guerrier du chaos qui apparaît du coup dans la cité miroir, et qui est un serviteur de Zuvacin, l'un des dieux renégats du chaos. Et en fait, dans le livre, on apprend que un fragment de Zuvacin repose dans Shadespire, et Zuvas, du coup, le guerrier du chaos, essaie justement de réaliser un rituel pour libérer Zuvacin. Après, c'est pas l'artwork officiel, hein. C'est un autre que je pris parce que je le trouve stylé, mais il est assez particulier d'ailleurs dans l'histoire dans Shadespire. Il est avec, il y a une alliance un peu qui a été formée entre différents serviteurs du chaos et même des Oruk. Dans l'eau, il y a des Oruk avec eux. Il est plus ou moins l'un des leaders de l'Alliance, mais il finit par saboter. Évidemment, il finit par les saboter parce que justement, c'est un serviteur de Zuvacin. Et Zuvacin, justement, c'est le saboteur. C'est celui qui essaye un peu de ruiner tous les plans possibles, que ce soit ceux du chaos ou ceux de l'ordre. Il n'y a pas vraiment de distinction majeure, même s'il aime bien justement faire chier les dieux du chaos. C'est un des dieux renégats en fait. Du coup, lui j'ai envie de dire c'est peut-être un peu de chance, parce que j'ai l'impression que Shadespire ils sont peut-être passés un peu à autre chose. Je sais pas si on va revenir à Shadespire avant un certain temps niveau lore. En plus, le livre avait été écrit par Josh Reynolds, et depuis Josh Reynolds a quitté la Black Library, donc c'était un peu une initiative de Josh Reynolds d'essayer de ramener Zuvacin. Donc il y a une zone grise quoi. Il est techniquement là dans le lore. C'est une pièce qui est là dans le lore. Si Game Workshop décide de l'utiliser, ils peuvent quoi. Ça veut vivement que Game Workshop relance des traductions des romans. J'ai juste envie de lire celui de Gunnar. Celui de Gunnar c'est un personnage intéressant. Bah, le chaos c'est pas des têtes de porte bonheur. Ah oui, bon là en plus c'était limite un rejeton du chaos, pas loin en tout cas. Malal 2.0, bah Malal c'est un peu différent peut-être encore. Mais c'est vrai que c'est aussi un dieu du chaos renégat techniquement Malal. En plus du coup il y a Malal, il y a Zuvacin et il y a Nekoro. Nekoro d'ailleurs qui est assez marrant, qui est un autre dieu du chaos renégat. Lui aussi je trouvais sympa de le voir. Parce que c'est un peu le dieu du chaos de les dieux n'existent pas, ça n'existe pas, tu vois, genre. C'est un peu le dieu du négationnisme, en mode les dieux n'existent pas, et d'ailleurs moi aussi j'existe pas. Salut. Voilà, c'est assez marrant. C'est l'artwork de mon avatar sur Discord. Cela en dit long sur mon choix d'allégeance. C'est ça qu'il est stylé cet artwork. Ensuite, on arrive sur les factions de la mort. Enfin, sur des héros de la mort. Alors, on a Varkos, Varaktyr,
seigneur vampire et chef de la flotte spectrale, d'une flotte spectrale. Donc on a un potentiel Mortarque des Abysses. Parce que les codes vampires, les vampirates, ils existent dans le lore. dans AOS, il y en a un peu partout, ils existent. Donc lui, clairement, ce serait un pourquoi pas. Pas sûr. Mais ce serait assez stylé, clairement. D'ailleurs, attendez. Oups. Un peu de... D'ailleurs, en plus de lui, il y a d'autres personnes nommées qui sont potentiellement des candidats au Mortarque. D'ailleurs, je vais en parler maintenant. Donc ouais, un petit Mortarque des Abysses, je trouve que ce serait assez intéressant. Ça pourrait valoir le coup, en plus ça pourrait faire nous amener une faction de Code Vampire en plus. Ou alors une extension des Soulblight Gravelord avec des Codes Vampires. Ça pourrait être sympa aussi. S'ils arrivent, ce serait plus pour Oddworld, non? Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Après, ça serait pas forcément exactement la même chose, je pense. Mais franchement, la Code Vampire, ce serait un truc qui pourrait être des figurines qui pourraient être à la fois dans OS et à la fois dans Oddworld. Le truc, c'est qu'effectivement, après, le style de sculpte est différent. Même quelque chose qui a peu de chance. Mais ce serait sympa. Donc on a un potentiel Mortarque des Abysses. En plus de ça, il y a d'autres Mortarques potentiels. Alors, il y a d'autres Seigneurs de la Mort nommés, qui ont été nommés dans différentes histoires dans l'Age de Sigmar. Alors les Seigneurs de la Mort, ce sont des morts vivants ou des nécromanciens, du coup de puissants serviteurs de Nagash, qui ont été en quelque sorte adoubés par lui. C'est-à-dire qu'il leur a donné une partie de son pouvoir, pas aussi large que les Mortarques, mais dans la hiérarchie, il y a Nagash, il y a les Mortarques, et juste en dessous, il y a les Seigneurs de la Mort, justement. D'ailleurs, les Mortarques sont souvent nommés comme eux aussi des Seigneurs de la Mort. Donc eux aussi, techniquement, les Mortarques aussi sont des Seigneurs de la Mort, mais en tant que Mortarques, ils sont un cran au-dessus. Je bois un petit coup. Voilà. Et alors, parmi les Seigneurs de la Mort qui sont nommés et qui pourraient être des candidats Mortarques à devenir Mortarques, parce que justement aussi, le fait de devenir un Seigneur de la Mort, justement quand on voit les Seigneurs de la Mort apparaître dans les histoires, on sent qu'ils se disputent un peu entre eux les faveurs de Nagash. Ils essaient un peu de se démarquer le plus possible, parce que justement, ils visent la place de Mortarque. Donc les Seigneurs de la Mort sont un peu en compétition entre eux, justement, pour devenir Mortarque. Donc ils ont doublement le potentiel de devenir des Mortarques, quoi. Donc déjà, donc j'ai pas des images pour, j'ai pas mis des images pour tout cela, mais je vais au même titre du coup que le Vampirate, ils vont être un peu en pourquoi pas. Il y a Crélis Arul qui s'appelle la Dame de toute chair, qui est une seigneur de la mort zombie, qui est qui gouverne des vagues et des vagues de zombies, et ça pourrait faire peut-être une Mortarque justement des zombies. Pourquoi pas. Ensuite il y a aussi Yaros, qui est un autre seigneur de la mort, qui est un seigneur squelette, qui est un grand prince justement d'un royaume squelette. Donc avec le squelette qui sort, on n'a pas eu de perso nommé, il me semble. On a les Soulblight qui arrivent. Donc je sais pas s'il y aura un Mortarque squelette. Ça ferait bizarre. Celui-là, il y a un peu moins de chance. Je mettrais un peu de chance personnellement. Et on a déjà Arcane un peu dans le... Bon, après Arcane c'est une liche, mais c'est un peu la même ambiance, quoi.
Euh, Sinon, en plus de ça, alors la dernière, c'est celle que je trouve la plus intéressante. C'est Tamra Vendrak. Et pourquoi je la trouve intéressante? Parce qu'à la base, c'était une humaine. C'était pas une mort vivante, c'était une mage du domaine de la mort, du domaine améthyste. Mais c'était pas forcément une nécromancienne. Elle fait partie justement des Vendrak, qui sont une tribu de Shaish, qui vénèrent justement Nagash, et qui ont une relation symbiotique avec leurs morts. Ça fait partie un peu des types de Shaishiens qui vivent un peu avec leurs ancêtres, et les spectres de leurs ancêtres vivent avec eux et les protègent. Ce qui fait que ils peuvent très aisément faire appel à une armée de spectres pour leur venir en aide, sans vraiment devoir réunir beaucoup de magie ou faire un grand rituel, parce que leurs ancêtres vont venir d'eux-mêmes pour venir les protéger, quoi. Donc Tamra Vendrak, qui est du coup la haute reine du Nord, dans une histoire, du coup elle est devenue elle est devenue la haute reine de plusieurs tribus qui vénèrent Nagash et qui est devenue la haute reine du Nord. Et Nagash a fini par l'adouber et la faire devenir, la transformer en seigneur de la mort. Et de fait, elle est morte, mais elle a été imbuée, en fait, pour être imbuée du pouvoir de Nagash, en tant que mortelle, elle pouvait pas. Donc, du coup, en fait, Nagash l'a tuée en l'adoubant. Et du coup, c'est devenu plus ou moins une immortelle. C'est particulier, en fait. Elle a toujours une forme humaine. C'est pas une vampire, mais techniquement, c'est une mort vivante. C'est un cas un peu particulier. C'est pour ça que je trouve son histoire assez intéressante. Et pour moi, ça pourrait être une Mortark très intéressante, parce que pour moi, elle pourrait amener genre les cités de Nagash. Vous voyez les cités de Sigmar, mais imaginez les cités de Nagash. Des mortels fidèles à Nagash. La partie, une nouvelle faction pour les factions de la mort, mais avec des mortels. Ça, je trouvais ça très intéressant. Après, de quoi elle serait la Mortark, ça je saurais pas trop. Quel pourrait être le nom. Mais ça pourrait être assez stylé. Ça pourrait être stylé. Donc voilà pour les potentiels Mortark nommés. Mais Tamra Vendrak, je trouve que c'est celle qui pourrait apporter le plus de choses intéressantes. Parce que clairement, Cité de Sigmar, ce serait intéressant. Mortark des ombres. Comme Vlad. Oh, je sais pas, c'est pas vraiment ça son domaine, quoi. Mortark du lien, oui, pourquoi pas. Mortark du lien entre les vivants et les morts. C'est vrai que ce serait beau, ça. C'est un tout petit peu la musique en fond, c'est un poil trop fort. C'est un peu. Vous dites là si c'est bon. Et Big Boss des différentes factions, propose-en si t'en as un que tu trouves intéressant. Mais voilà, du coup, pour les différents personnages. On a une dernière, du coup, on a Selemnis, qui pourrait être une personnage nommée des Antenuis, qui pourrait arriver d'ailleurs avec le prochain Watoto des Antenuis. Donc Selemnis, la dame d'argent, qui est apparue durant les guerres des portes, notamment durant la campagne pour le Galmaraz à Shamon, le rhume du métal. Je trouve que c'est une personnage très intéressante. C'est aussi elle qui est à l'origine des lames de vif argent, le sort persistant du domaine du métal. Parce que du coup, ce sont ces lames qu'elle a forgées. À la base, c'était une forgeronne émérite, extrêmement renommée à travers le royaume du métal. Et durant l'âge des mythes, et ça c'est pas rien parce qu'à l'époque, il y avait des artisans qui avaient créé vraiment des merveilles
On était à l'apogée des empires Khazalides, du coup des Douardins, qui étaient capables de carrément créer des nouveaux continents flottants. Donc le fait que c'était une artisane renommée même à cette époque, ça en dit long quoi. Elle avait inventé, je crois, le concept des lames à cœur froid. Je sais plus. Je suis pas sûr que c'était elle. Pas sûr. Je confonds peut-être avec un autre truc. Mais voilà, c'est une très grande forgeronne. Du coup, sa cité a fini par être attaquée par un seigneur de Tsinch, celui-là même qui avait récupéré le Gamaras justement. Et il est tombé amoureux d'elle. Et du coup, il a essayé de la forcer à se soumettre à lui. Et elle lui a refusé maintes et maintes fois. Et au bout d'un moment, en fait, il en a eu marre et il l'a tué. Il l'a plongé en fait dans du métal en fusion, elle et tout son ordre de forgerons. Et en fait, ils se sont devenus des Hante-Nuit qui ont une forme pas tout à fait éthérée, mais un peu une forme de... j'essaie de la trouver. Une forme de métal liquide, un peu presque comme du mercure qui flotte. Et en fait, elle est toujours là. Elle est d'ailleurs intervenue durant la fameuse croisade pour récupérer le Gamaras. Je trouve ça un personnage intéressant. En plus, pour invoquer du coup les fameuses lames vif-argent, c'est ça ? Oui, les lames vif-argent. On doit en fait proférer un peu le serment de vengeance qu'a lancé Sélémnis quand elle se faisait torturer. Il y a un côté assez intéressant de faire appel un peu à sa haine pour invoquer ses lames. Pour ça, c'est stylé en vrai. Elle et le lore du sort persistant est assez intéressant. Donc elle, clairement, Sélémnis, je trouve que ça aurait de la gueule. Voilà. Je l'avais pas déjà fait, bah non. Bon, j'avais dit de mettre dans les commentaires des VOD précédentes et du coup j'ai pris les propositions des commentaires des vidéos. Vous m'avez compris. Je commence à fatiguer là. Sinon, il y a aussi d'autres personnages nommés que je peux passer vite fait. Il y a une liste que je sais pas mis en image parce que pour moi il y a vraiment peu de chance, donc ils seraient aussi dans peu de chance. Alors, déjà il y a Usrich, un dieu animal qui prend la forme d'un ours, mais qui est aussi capable de prendre la forme d'un humain très très grand. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, je disais, je pensais pas avoir connaissance d'un dieu animal qui pouvait changer de forme, mais non, effectivement, il y en a un, maintenant que j'y pense. Il y a Usrich, qui est vénéré par les Templiers Astro, du coup, Lost, de Hamilcar. Et ça pourrait être un personnage intéressant qui pourrait être intégré peut-être dans les Éternels de l'Orage. Même si c'est pas un Éternel de l'Orage, mais pourquoi pas. Ensuite, Ronspool, le limier des Cairns. Du coup, potentiellement celui qui est lié à la lignée des Virkos. Peut-être qu'on pourrait le voir un jour. Du coup, c'est un dieu animal mort-vivant. Ce qui est intéressant, en dehors de Nagash, c'est la seule autre divinité mort-vivante dans l'Age de Sigmar. Donc, ça pourrait être intéressant de le voir apparaître un jour. Ensuite, au niveau de l'ordre, il y a les 6 forgerons immortels d'Ouardin. Donc, en fait, à l'enclume de l'apothéose à Azir, il y a les 6 élèves de Grogny, des 6 forgerons d'Ouardin qui sont devenus immortels, qui assistent du coup à la reforge des éternels et la forge en fait des armes et armures des éternels de l'orage. Donc ce sont 6 forgerons immortels. Et l'un d'entre eux, il s'appelle Ong, je crois. L'un des 6. Et qui sait, peut-être que si Grogny fait sa nouvelle faction,
certains d'entre eux pourraient justement être appelés à le rejoindre, quoi. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, maintenant, en parlant des élèves de Grogny, Sélémnis, du coup la Hante Nuit, durant sa vie de mortelle, elle a été une élève de Grogny. Parce que durant l'âge des mythes, et d'ailleurs toujours durant l'âge de Sigmar, Grogny accepte toujours des élèves dans sa forge. Il a un peu une sorte de sous-dimension qui est accessible justement à travers les fumées des forges. Et il accepte en fait des élèves mortels de toutes les factions et de toutes les origines dans sa forge. Si tant est qu'ils aient du potentiel, et il enseigne un peu ses connaissances. Et Sélémnis était l'une d'entre elles. Ensuite... quel autre personnage? Il y a eu la Dame des Marais, il y avait une personnage qui était nommée chez les Trogoths. Je sais pas trop de trucs à dire dessus. Il y avait Bragot Vadrouk, qui pourrait être un personnage nommé des Beastclaw Raiders, du coup des ogres. En plus, point intéressant, c'est du coup c'est un Frost King des Beastclaw Raiders qui est originaire de l'âge des mythes. Du coup, c'est un ogre qui a des milliers d'années. Mais la raison pour laquelle il est là dans AOS, c'est qu'en fait, il a été gelé dans l'hiver éternel. Et lorsque l'hiver éternel a été affaibli par le nécroséisme, il s'est dégelé. Il s'est réveillé dans les rues mortelles. Donc ça fait de lui un ogre très ancien. Et donc, si Game Workshop veut faire un héros nommé des ogres, somme toute, c'est un assez bon candidat. Et voilà un peu pour les différents héros. Alors, Gabi, toi, t'avais d'autres héros que tu voulais nommer? Il y a Kakrok, le chef des Kikou, pour un chaman. Je connais pas, perso. Exemple, le chef des Soleils de Fer. Alors oui, c'est vrai que lui, il est intéressant. Grizzok. Lui, je pense que je le mettrais que ce... Je le mettrais en Saoré de la gueule. Je suis pas sûr qu'ils nous introduiront les chefs des sous-factions Oruk. Mais parce qu'ils ont, au niveau des Oruk, au niveau des persos nommés Oruk, ils ont plus tendance à nous introduire les WAG en fait en elles-mêmes, genre la WAG de Gordrak, la WAG de Gobsprak, etc. Mais qui sait, peut-être. Castlehorn, le chef des sabots de sang. Lui, c'est vrai qu'il est aussi intéressant et il a un peu développé la religion des sur le dieu animal géniteur des Grunta. C'est un peu la faction full Grunta. Je pense qu'en vrai, s'ils avaient voulu introduire Braka, ils auraient peut-être fait quand ils ont introduit la figurine des Mogrunta. Les gros cochons, quoi. Je sais pas, je suis pas sûr qu'ils en feront un héros nommé qui a une figurine. Et peut-être. Gobstrak en soi il dirige sur une heure. Bah Gordrak par exemple, il me semble que c'est un Iron Sun. Si je dis pas de bêtises. Pas sûr, j'ai un doute. C'est pas nécessairement le chef. Donc à voir. Bah, on arrive à la fin de la tier list, ma foi. On arrive à la fin de la tier list. Bah elle était très sympathique. Somme toute, je pense qu'on peut s'attendre à avoir Amilcar, ici Latorian. Pour le reste, ma foi, l'avenir nous le dira. Mais il y a des personnages très intéressants
qui pourraient arriver, et aussi tout simplement peut-être qu'on aura aussi d'autres personnages qui n'ont pas encore été nommés comme Abraxia et pourront nous être introduits dans le futur. Bah voilà. Bah du coup le prochain live ce sera samedi, comme j'ai dit, on va faire de la coop sur Monster Hunter Wilds. Ce jeu je l'attends depuis très longtemps. Et on parlera peut-être aussi d'AOS et du jeu vidéo. Un peu plus, un peu comme je l'ai fait d'ailleurs avec Neobacteria il y a pas longtemps. D'ailleurs si vous voulez voir la rediff, c'est sur sa chaîne. On pourra aussi parler de Gur, des factions destruction. Comme je dis, ça pourrait faire une petite session questions-réponses un peu chill. Et la semaine prochaine, du coup, là c'est samedi prochain pour le Monster Hunter. La semaine prochaine, on va faire un style un peu différent de live. Je pense que je vais peut-être aussi mixer avec une tier list où on va parler du lore. On va lire en fait le lore de chaque unité des éternels de l'orage et faire une petite tier list lore. Donc je serai sûrement avec ma webcam où on va lire justement le livre sur les éternels et en même temps je ferai une tier list. Ça pourrait être sympa ça. Et en même temps je vais essayer d'enregistrer peut-être une vidéo. Genre je ferai un condensé du live en vidéo. Je pense que j'essaierai de faire ça parce que je vois beaucoup de créateurs de contenu parler avec leur chat et ensuite faire des petits morceaux qu'ils enregistrent en live et ensuite tous les petits morceaux qu'ils ont enregistrés ils en font une vidéo après. Et ça que j'avoue que si je pouvais et live et faire une vidéo, ce serait l'efficacité. Il faudrait que j'essaie de faire ça. Ça demande peut-être de la pratique, mais je vais m'essayer à l'exercice. Donc ça sera mercredi prochain. Voilà. Ah non, ça peut être très sympa ce petit live. Bah, très content que ça vous a plu. Moi aussi j'ai bien aimé un peu discuter du futur. C'est un exercice intéressant en tout cas. Donc voilà. Si jamais, mettez dans les commentaires du coup de cette vidéo si vous avez des questions sur la destruction, Gur, ou que vous avez peut-être des sujets que vous voudriez aborder par rapport à AOS et aux jeux vidéo, parce que ce sera aussi un peu le sujet vu qu'on va jouer à Monster Hunter. Donc tout ça, si vous pouvez les mettre dans les commentaires de la rediffusion de ce live. Voilà. J'ai plus de voix. En soi, comme Rob de Honest Wargamer. Exactement, c'est lui qui m'a entre autres qui m'a donné l'idée. J'avais vu d'autres créateurs le faire, mais lui je l'ai vu faire justement pour en son live sur le livre de la côte ravagée. Et je me suis dit bah c'est vrai, pourquoi je fais pas ça? C'est bête parce que justement il lisait du lore et enregistrait en même temps. Je me suis dit bah oui, c'est l'évidence même. Donc ouais, je pense que j'essaierai de faire ça. En soit, vu que tu rediffes tes lives, je vois pas trop l'intérêt. Bah t'inquiète, moi je le vois. T'inquiète. Laisse-moi faire. TKT. J'ai un plan. J'ai pas trop le temps avec mon taf, mais ton live m'a fait plaisir, c'était cool. Ah bah tant mieux. Ça fait plaisir. Merci d'être passé en tout cas, Gex. Et merci d'ailleurs. Bon, bah je pense que somme toute, ça va conclure le live. Merci beaucoup à tout le monde d'être passé. Vous étiez beaucoup, en plus j'ai vu quasiment pendant tout le live, vous étiez une quarantaine entre YouTube et Twitch. Ça fait grand plaisir. J'ai l'impression que le sujet intéressait aussi en même temps, ça se comprend. Donc merci à tous encore une fois. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.